Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal des Alpes. Voici les titres. 2 Grenoblois au secours des habitants d'Haïti. Les bénévoles de l'association SOS Attitude sont actuellement sur place pour fournir des tentes aux villageois isolés qui ont tout perdu. Des milliers d'habitations ont été soufflées par l'ouragan Matthew. Leur témoignage dans ce journal. Et puis notre invité ce soir dans le journal est un candidat à la présidentielle, le député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle. Il est connu pour son franc-parler, il vient de créer son mouvement à Lyon, Résistons. Enfin, l'univers des entreprises dévoilé au public, des centaines de sociétés ouvrent leurs portes ces jours-ci en Isère pour se faire connaître de tous et susciter des vocations. Nous visiterons les coulisses d'une scierie et d'un atelier d'ébénistes. Dans votre édition nationale à 19h30 avec Stéphane Lippert, alerte rouge dans l'Hérault. Le risque d'inondation est à son maximum en raison de fortes pluies qui tombent depuis hier. D'autres départements du Sud-Est sont également sous la menace. Et puis, y a-t-il un problème avec la dernière génération du Renault Espace automatique ? Une famille porte plainte pour redémarrage intempestif du véhicule. D'autres cas ont été signalés. L'ouragan Matthew, qui a balayé Haïti la semaine dernière, a laissé des milliers de sans-abri. Devant cette détresse, 2 bénévoles de l'association grenobloise SOS Attitude, qui étaient déjà intervenus au Népal et plus récemment en Italie, ont acheminé des tentes pour apporter leur pierre à l'aide internationale. Marie Michelier et Grégory Lespina sont plus les joindre. Haïti, dévasté par l'ouragan Matthew. Comme pour l'émission précédente, les bénévoles d'SOS Attitude n'ont pas attendu de voir les premières images de désolation. Ils sont partis. Un premier binôme a atterri le week-end dernier à Port-au-Prince. Dès leur arrivée, les 2 hommes ont pu mesurer l'ampleur de la catastrophe. C'est le cataclysme. C'est une espèce de main géante qui a broyé les arbres, qui a râpé le terrain. Elle a tout épluché et je veux dire qu'on retrouve dans des endroits de la terre, des arbres, des vêtements, des maisons totalement écroulées, c'est impressionnant. Fournir au plus vite un abri d'urgence, des tentes, c'est la mission de l'association grenobloise. Avant cela, un travail d'évaluation des besoins se fait sur le terrain, jusque dans les zones les plus reculées. L'équipe progresse en ce moment difficilement jusqu'à la ville de Jérémy, la plus touchée, en relation avec d'autres ONG. On travaille énormément avec nos collègues ONG en mode réseau, parce que quand on arrive sur un site, quand on évalue la situation, quand il y a des manques d'eau par exemple, des manques de nourriture, de forts problèmes sanitaires, on essaie de rentrer en contact avec les ONG dignes de ce nom, les grosses ONG. Dans quelques jours, une deuxième équipe partira les relever, installer les tentes acheminées par avion puis camion, poursuivre encore les reconnaissances sur le terrain. On dit qu'il y a plus d'1 million de personnes sans abri actuellement. Bon, il y en a qui, c'est provisoire, c'est quelques jours, quelques tôles, etc. D'autres, à mon avis, ça va durer des mois, peut-être 2, 3, peut-être 6 mois. Pour mener son action, SOS Attitude fait appel aux dons privés, c'est ainsi qu'elle fonctionne. 300 € permettent par exemple d'acheter et d'acheminer une tente jusqu'au lieu du sinistre et de mettre ainsi une famille à l'abri. Dans les Alpes, l'image du jour, c'est la neige qui tombe actuellement en altitude. Vous le voyez sur ces images signées Dominique Semet. Le col du Galibier a été fermé jusqu'à nouvel ordre dans ces derniers lacets. Le tunnel, lui, reste ouvert mais interdit pour les camions. Les cols de l'Iseran et du Petit Saint-Bernard sont eux aussi interdits à la circulation en raison des chutes de neige. Dans la plaine, en Savoie, les transports en commun d'Aix-les-Bains étaient fortement perturbés. Aujourd'hui, un quart des lignes seulement étaient assurées. La moitié des conducteurs de bus étaient en grève pour la 2e fois en un mois. Amplitude horaire allongée, temps de pause réduit au minimum. Ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail. Cédric Picot et Dominique Bourget. C'est leur 2e débrayage en moins d'1 mois. Depuis quelques semaines, les conducteurs de bus aixois dénoncent un stress croissant au volant. Leur journée s'enchaîne à un rythme toujours aussi intense. Ne serait-ce qu'hier, j'ai commencé à 14h14, j'ai fini à 21h10. Et en tout et pour tout, j'ai eu 2 fois 3 minutes parce que j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes et 1 fois 6 minutes. Je suis arrivé au dépôt, j'étais cassé en 2.
Des pauses de plus en plus courtes, des amplitudes horaires de plus en plus longues. La nouvelle organisation du réseau Ondéa pèse sur le quotidien des grévistes. Pour eux, respecter les horaires devient une mission quasi impossible sur certaines lignes. Sur la ligne 1, on arrive à avoir 20 minutes de retard, mais du coup on arrive, il faut repartir et souvent on garde notre retard jusqu'à 15-20 minutes. Donc la clientèle n'est pas contente. La direction affirme respecter le code du travail. Son objectif est d'adapter ses moyens aux besoins des Aixois en répartissant les bus entre les heures pleines et les heures creuses. Pour les syndicats, ce mode de gestion est purement comptable, une organisation dictée par le groupe RATP, gestionnaire du réseau aixois depuis janvier 2015. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont voulu intégrer un réseau de bus en prenant un réseau à râler-paquette. Et qui c'est qui trinque? En fin de compte, ce sont les salariés. Parce qu'ils veulent rentabiliser à la minute près. Les syndicats, la direction et les élus de l'agglomération doivent se réunir mardi prochain pour tenter de trouver des ajustements. Que se passe-t-il dans toutes ces boîtes? C'est le slogan de la 14e édition des Journées Portes Ouvertes des entreprises. En Isère, 120 entreprises dévoilent leurs coulisses. L'occasion pour tous de découvrir une vaste palette de métiers, mais aussi les préoccupations des entrepreneurs. Reportage dans 2 entreprises de la filière bois, dans l'agglomération grenobloise, Xavier Schmitt et Dominique Sonnet. Une technologie de pointe pour des produits naturels. Le public est conquis. Retraités ou salariés en repos, les visiteurs découvrent les performances d'une scierie ultramoderne. Du tronc d'arbre à la planche, tout ou presque est robotisé. C'est vrai que tout est automatisé maintenant, mais enfin de le voir, c'est quelque chose d'impressionnant. 32 personnes travaillent dans cette scierie fondée en 1899. Un métier traditionnel des pays de montagne, créateur d'emplois et pourtant méconnu. Écoutez, ça fait des années qu'en vélo, je passe à côté de la scierie Aymar, que je vois toutes ces billes de bois, etc., sans connaître le cœur du métier. C'est difficile de trouver du monde, malgré tout il y a du travail, on a régulièrement besoin de trouver de la main d'œuvre et donc c'est vrai que peut-être qu'il y a un petit manque de communication de notre part. Et un automate qui va piloter la machine. Autre facette de la filière bois, un atelier d'ébénistes. Ils ne sont plus qu'une poignée en France à perpétuer ce savoir-faire. Artisanal, mais là aussi avec des machines du dernier cri. Les visiteurs suivent la naissance d'un mobilier sur mesure, haut de gamme, élaboré avec des bois nobles, chêne, orme ou merisier. Je voulais voir comment était fait un beau meuble. C'est très intéressant, on a appris beaucoup de choses et surtout, monsieur nous expliquait de façon claire et simple. C'est un métier qui a eu tendance à disparaître un peu ces dernières années. Je pense que c'est principalement dû au fait qu'il a fallu se moderniser, s'équiper avec des machines à commande numérique pour être plus performants. En ouvrant leurs portes au public, les entrepreneurs goûtent au plaisir de faire connaître leur métier. Ils espèrent aussi susciter des vocations. Une semaine de mobilisation pour encourager en Isère le dépistage des hépatites B et C. Jusqu'à demain soir, des stands d'information sont installés dans le département. Mais la grande nouveauté, ce sont les TROD, des tests de dépistage rapide utilisés pour la toute première fois dans la région. Denis Vigneault-Duguay et Maxence Regnault. Alors voilà, ça fait une petite piqûre. Une simple piqûre au bout du doigt, une goutte de sang déposée sur un réactif et 30 minutes d'attente. Cet homme vient de se soumettre à un TROD, un test rapide d'orientation diagnostique qui lui permet de savoir si oui ou non il souffre d'une hépatite B ou C. Couramment utilisée pour le dépistage du sida, cette technique n'est autorisée dans le cas des hépatites que depuis le 1er septembre. Une formidable avancée pour le monde médical. Pendant longtemps, on est resté avec un tiers des personnes qui ne connaissaient pas leur hépatite virale. Et pour nous, c'est dépister des gens à temps avec des maladies peu sévères qu'on peut guérir. Ou pour l'hépatite B, à qui on peut donner un traitement qui est efficace pour suspendre la maladie. Et du coup, éviter l'évolution vers la cirrhose. Parce que les hépatites virales, pourquoi est-ce que c'est aussi important? C'est parce que ça peut évoluer vers une cirrhose du foie. Avec plus de 4000 décès par an, les hépatites B et C tuent davantage que la route et 5 fois plus que le sida. D'où l'importance des actions d'information qui, jusqu'en octobre, se déclineront partout en Isère pour expliquer au public que cette maladie chronique est particulièrement contaminante. En termes de santé publique,
C'est important que les personnes sachent comment on peut se contaminer et comment on peut ne pas se contaminer et prendre toutes les précautions. Donc mettre un préservatif pour ne pas attraper une hépatite B, ne pas échanger une brosse à dents quand à l'intérieur d'une maison quelqu'un est contaminé par une hépatite. On ne se prête pas le matériel qui peut être contaminant, brosse à dents, coupe-ongles, rasoir. Voilà, c'est des petites choses de la vie quotidienne qu'il faut connaître. Mais il faut connaître son statut sérologique pour savoir tout ça aussi. Pour tout connaître sur cette maladie, dépistage, soins ou lieu d'écoute, un numéro vert a été mis en place et des sites internet sont disponibles. L'Association nationale des élus de montagne est en congrès aujourd'hui et demain à Saint-Dié-les-Vosges avec une question centrale abordée aujourd'hui, l'équipement numérique. Et pour la première fois, tous les opérateurs de téléphonie mobile étaient présents. Sur place, le reportage de Christian Deville et Anne Poyard. 550 élus présents ce week-end dans les Vosges et autant de mécontents de la couverture de téléphonie mobile sur leur territoire. Le premier problème, c'est celui de l'itinérance. L'itinérance, lorsque vous êtes sur un itinéraire, y compris des routes qui sont des routes nationales classiques, vous avez des trous complets avec impossibilité de téléphoner. Donc on a vraiment un problème de service public en la matière, d'autant qu'on sait très bien qu'in fine, le téléphone fixe va disparaître. Avec l'explosion des outils Internet, tablettes, smartphones et l'exigence des particuliers de disposer de ces services, la pression se fait de plus en plus forte sur les 4 opérateurs nationaux qui mettent en avant les efforts déjà consentis. Nous avons effectivement depuis plusieurs années un programme pour couvrir près de 4000 communes en Internet mobile. Nous avons encore 1700 communes à couvrir d'ici mi-2017. On sera demain à Faucompierre dans les Vosges pour ouvrir encore un site en Internet mobile. Après ce programme-là, nous aurons 260 sites par an, et notamment dans les zones de montagne. Dans ces zones dites blanches, la solution serait de mutualiser les équipements. Un problème difficile à résoudre. 3 opérateurs sont en concurrence directe. Le 4e Free joue les coucous sur le réseau Orange et ne développe aucune infrastructure. Un accord a cependant été trouvé pour que les nouveaux pylônes soient financés à part égale par l'État et les collectivités locales, les opérateurs finançant, eux, l'équipement technique. C'est un peu le partage qui a été fait. C'est vrai que c'est lourd pour les collectivités territoriales, on en a conscience. Pour l'État aussi, dans les périodes actuelles, c'est un vrai choix politique qui a été fait d'apporter une contribution au financement. Et ça ne résoudra pas non plus encore tous les problèmes. Il va falloir hiérarchiser, parce que tout ça est long, il va falloir donner des priorités pour traiter les cas les plus problématiques en premier. Pour établir la carte précise de ces zones blanches, les élus locaux ont désormais à leur disposition une nouvelle plateforme mise en place par le secrétariat d'État au numérique, France Mobile. Et l'on poursuit sur le thème de la montagne avec le 4e et dernier volet de notre série sur l'économie du tourisme d'été dans les Alpes, où l'on apprend que le touriste l'été est très différent du touriste l'hiver. Pour le séduire, les Alpes regorgent de sites naturels d'exception. Reportage entre Léman et Mont-Blanc avec Denis Vigneux-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Au bord du lac Léman, la ville d'Évian présente la parfaite image du tourisme estival. Outre son célèbre golfe, elle offre aux visiteurs toute la panoplie des loisirs aquatiques. Rendu célèbre pour son eau potable, Évian attire aussi pour ses thermes au même titre que Saint-Gervais ou Thonon. Mais depuis peu, un nouvel atout est exploité. L'espace Savoie-Mont-Blanc possède en effet sur son territoire 4 des 5 grands lacs naturels de France et l'été, leurs eaux peuvent atteindre jusqu'à 25 degrés. On ne s'était pas forcément rendu compte que la destination lac était un atout pour la clientèle. Et par le biais des réseaux sociaux, on a sondé notre clientèle qui a tout de suite réagi sur la destination des lacs. Sur 100 clients, on a à peu près 20-21% de clients qui se servent des lacs à un but très sportif. Et puis il y en a 80% qui se reposent, qui se détendent autour de ces plans d'eau et de l'ensemble des villes et villages qui forment le tour des lacs de Savoie-Mont-Blanc. Sport nautique, baignade ou simple détente, pour grand nombre de touristes, vacances d'été riment avec farniente. Il est donc essentiel d'adapter l'offre à la demande. L'hiver, la clientèle est plus en mode consommation. On fait du ski, on fait de la glisse, on va faire des activités ludiques sur les domaines skiables, alors que l'été, on est plus dans la recherche d'une expérience du corps, du cœur et de l'esprit. Et notamment, par exemple, ce qu'on illustre avec l'aiguille du Midi, au sommet de l'aiguille du Midi, on va contempler un patrimoine naturel, on va contempler des sommets.
Et on est beaucoup plus dans l'observation de la ressource naturelle que dans de la consommation d'activités. Mais contempler la nature en se promenant ne suffit pas à attirer tous les touristes. Là comme ailleurs, il faut faire preuve d'imagination pour offrir des activités nouvelles capables de plaire au plus grand nombre. Nous, à Châtel, on a le Fantasticable, qui est un gros développement. On est à peu près les seuls en Savoie, Haute-Savoie, à avoir ce produit. On a cette acrobranche qui vient en complément. Donc il faut répondre un peu aux familles, aux parents, aux enfants, aux jeunes qui ont besoin de retrouver quelque chose à faire dans la montagne. Parce que les balades, c'est très très sympa. C'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui se promènent, mais les jeunes veulent avoir quelques sensations. Si l'hiver représente 70 millions de nuitées, l'été fait mieux avec 100 millions. Mais le touriste en Bermuda consomme moitié moins que celui en combinaison de ski. Se pose alors la question de la rentabilité de l'or vert face à l'or blanc. En tant que tel, les activités ne sont peut-être pas toujours rentables et toujours profitables, mais l'idée derrière, c'est de faire tourner l'économie locale, c'est-à-dire les hébergements, les restaurateurs et tous les magasins de la station. Délaisser l'été serait de toute façon une faute de gestion majeure, car les stations comme les villages disposent déjà des équipements mis en place pour l'hiver, et les faire tourner sous le soleil génère quand même pour les saisonniers quelques 120 000 emplois non délocalisables. Pour la société que je dirige, nous avons près de 50 saisonniers qui sont là. Donc 50 saisonniers dans le domaine des remontées mécaniques, il faut en gros multiplier par 5 ou 6 les saisonniers au niveau de tout l'ensemble. Générer de l'emploi et booster une économie de la montagne, tel est le véritable enjeu qui repose sur la structuration de l'offre à l'échelle des stations, des vallées, des massifs et de l'ensemble des opérateurs touristiques. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment de se mettre autour de la table et d'être dans la co-construction public-privé, de faire en sorte que les acteurs du public, les acteurs du privé définissent bien ensemble les objectifs et la stratégie, la typologie de clientèle, où on veut aller les chercher, quelle forme de tourisme on veut proposer à nos clients, et on regarde du coup quelle offre touristique on va mettre en face de ces clients. Pour que la réussite soit totale, la saison d'été doit venir en complément de la saison d'hiver pour fidéliser le visiteur tout en garantissant l'emploi. Selon les premières estimations chiffrées pour 2016, la France reste la première destination mondiale avec plus de 80 millions de touristes étrangers. Il est candidat à la présidentielle, il est inclassable sur l'échiquier politique. Le député des Pyrénées-Atlantiques, ex-Modem, Jean Lassalle, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Lourdes-Sichères et président de l'Association des populations des montagnes du monde. Et puis, je le disais, vous êtes surtout inclassable. On connaît votre franc-parler. Vous êtes ce soir à Grenoble. Vous animez un dîner-débat après cette interview au restaurant Le Bœuf, au comptoir. Quel est votre sentiment sur le niveau du débat politique actuel pour la présidentielle? Nous ne disons rien. Parce que nous n'avons rien à dire, nous n'avons plus de pouvoir. Nous évoluons dans un théâtre d'ombre et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu le supporter davantage et j'ai décidé moi-même une approche différente, directement vers le peuple. Alors comment est-ce que vous faites? Quelle est votre stratégie pour aller vers le peuple? Alors, je sors un ouvrage à la fin de la semaine prochaine, c'est Un berger à l'Élysée, qui va expliquer toute ma démarche. C'est de multiplier, bien entendu, les rencontres, et c'est d'abord d'essayer d'inciter mes collègues concurrents à raconter, à dire la vérité aux Français, ce que nous ne faisons plus depuis 30 ans. Qu'est-ce que vous attendez du premier débat télévisé concernant les primaires de droite ce soir? Est-ce que vous en attendez grand-chose? Rien du tout. Sauf que ça coûte très cher. J'ai écouté ce matin les présentations, on a préparé ça au rayon laser. Quel luxe pour ne rien dire. Et puis je suis effaré devant le manque d'ampleur des candidats. Est-ce que vous imaginez le général de Gaulle ou François Mitterrand acceptant cette pantomime? Pour vous, c'est une pantomime? Oui, tout simplement. On enlève du pouvoir au peuple. Et alors que 50% des Français ne votent plus le dimanche après dimanche. Alors, quelle est votre stratégie pour rendre ce pouvoir au peuple, justement? Mais tout simplement, il faut lui dire exactement où nous en sommes. Quels sont les accords européens et internationaux que nous avons signés au cours de ces 30 dernières années et à quoi nous engage-t-il? Et d'où vient cette dette? Et cette dette est-elle entièrement légitime, par exemple?
Vous venez de créer votre mouvement, Résistons. Est-ce que vous avez les financements nécessaires pour aller au bout de cette campagne? Mais ils vont venir parce qu'il y a une telle attente dans notre pays de sortir des partis tout-puissants. Vous avez vu les partis, les moyens financiers, on va payer des campagnes qui vont coûter 30 millions d'euros. Mais ensuite, on est obligé de découvrir les scandales que cela suscite. Les présidents n'ont plus aucune indépendance parce qu'ils sont tous liés à de grands groupes internationaux. Merci. Et moi, je pense que si j'explique aux Français, si je touche le cœur, ils me donneront les moyens d'aller au bout. Parfait. Merci beaucoup, Jean Lassalle, pour votre visite. Pour la deuxième année consécutive, la ville de Grenoble a décidé de consacrer 800 000 € pour différents projets proposés par des citoyens. Toute la semaine, les Grenoblois sont donc invités à choisir parmi 26 dossiers. Un aperçu de ces dossiers avec Damien Borelli et Franck Serroni. Il jure un peu ce terrain vague qui jouxte l'une des plus belles réalisations de ces dernières années à Grenoble, la Belle Électrique. Habituée de la salle de concert, Amandine Lazareff a imaginé de végétaliser l'esplanade Andry Farcy et de l'aménager avec des espaces de jeux pour enfants, mais aussi pour les plus grands. Soutenue par l'équipe de la Belle Électrique, cette jeune architecte paysagiste a décidé de concourir au budget participatif. J'ai dessiné un projet qui s'appuyait vraiment sur les grandes lignes qui dessinent le quartier, notamment par exemple le thème des bandes végétalisées, comme on peut trouver sur le square des Fusillés. Ensuite, ce projet il a été partagé avec les habitants du quartier qui ont eux-mêmes amené des idées, des attentes qu'on a réintégrées ensuite au projet dans la mesure du possible. Aménagement urbain, transport, environnement, sport ou culture. Au total, 26 projets concourent depuis lundi au vote du budget participatif de la municipalité, dont l'enveloppe globale est fixée à 800 000 €. Les Grenoblois peuvent en choisir jusqu'à 7 selon les budgets. Trait d'union de la plupart des projets, le lien social. Nicodème a baptisé le sien le quartier des couleurs. Cet artiste graffeur a décidé de rompre avec la grisaille qui caractérise son quartier des eaux claires. Il s'est mis en tête d'égayer l'austère façade de l'école primaire où sa fille est scolarisée en impliquant parents, enfants, enseignants et habitants. C'est vraiment cette histoire de mettre des couleurs, mais c'est aussi de les mettre ensemble. C'est aussi ça l'idée, quoi. C'est là que ça peut vraiment avoir du sens. Des enfants qui passent devant un mur qui a été réalisé par un artiste, c'est chouette, mais s'il a été réalisé par eux, par leurs petits frères, leurs petites sœurs, etc., ça a vraiment un autre impact, je pense, sur le moral, sur la notion plus de vie de quartier, tous ces trucs-là, quoi. L'an passé, 9 projets avaient été retenus. Parmi eux, la sécurisation des abords d'une autre école primaire, Nicolas Chaurier. 90 000 € ont été investis pour apaiser la circulation sur ce carrefour complexe. Une initiative prise par des parents d'élèves plutôt que des élus. Rien d'incongru pour la mairie. Notre volonté politique est de donner du pouvoir d'agir aux habitants. Et donner du pouvoir d'agir, ça signifie accepter d'en perdre. Autrement dit, ce que nous proposons, c'est que sur une partie du budget d'investissement de la ville, ce sont les citoyens eux-mêmes qui vont choisir l'endroit où ils souhaitent dépenser cet argent-là à la place, d'une certaine manière, des élus. En 2015, seul un petit millier de Grenoblois avaient participé au vote du premier budget participatif. Cette année, la ville a 1000 paquets avec 10 bureaux de vote ouverts jusqu'à samedi. On termine avec une rencontre insolite aux limites de la région. Un artiste peintre dont la toile est sa propre maison. L'artiste shop vit dans l'Allier. Rencontre avec Stéphanie Vino et Laurent Pastural. Shop est non seulement peintre, mais aussi poète. Un doux rêveur qui a choisi de vivre ses rêves. Je fais du nomadisme à l'intérieur de ma maison. Je campe 3 mois de printemps dans la pièce du printemps. Dès l'été, j'aménage dans la pièce de l'été. Un monde fantasmagorique jusqu'à l'intérieur, du sol au plafond, dans chaque recoin de la maison. Mon lit est magique, il change de couleur tous les 3 mois. J'arrache le décor de la saison qui se termine et je torche et j'improvise dans la journée le décor de la saison qui commence. Comme les forêts sont des palais merveilleux qui m'ont donné envie de vivre dans une merveilleuse maison, j'ai considéré que j'allais, toute ma vie, en peignant mes murs, mes plafonds, mes meubles, rivaliser de splendeur avec la nature fantastique qui m'y incite chaque jour.
La pièce couleur de l'été, une foison de soleil sur les murs, catégorie Van Gogh, attaque. Qu'est-ce qui vous rend aussi fou? L'amour. Je suis amoureux fou de la vie. Je lui fais une déclaration tous les matins d'amour à la vie. Je renouvelle ma déclaration d'amour. Je déguste chaque seconde, comme je déguste les Bordeaux, les Bourgognes et autres merveilles de nos pinards. Je suis un dégustateur. À bientôt 70 ans, Chop a tout simplement décidé de ne jamais vieillir en cultivant cette douce folie. Allez, au divin Dionysos! Un personnage, je vous l'avais dit, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Demain, vous retrouvez à midi Aurélie Massé et Marie Michelier à 19h. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.